great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. Why so serious? Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission La Bande des Comics. On en a des comics. Des comiques, du comique, la bande des comiques. Il y en a, vous êtes deux, ça fait au pluriel comics. C'est ça, parfait. Ah oui, parfait. Oui, c'est Ça pour fonctionne. ça, tout vient de là. Vous êtes dans l'émission numéro 61 en ce samedi matin. Avec moi, la bande au complet. Annie est toujours là. Oui, bonjour. Voilà, bonjour Annie, vous l'avez entendu, elle est en forme. À ses côtés, Jay, comment vas-tu ? Très bien, je te remercie. Bonjour à toutes et tous. Bon. Et en face de moi, le chef. Le chef de la vidéo. Le chef vidéo, voilà. Bonjour après tout le le chef monde. bouton, chef vidéo, C'est ça. c'est Rémi. Coucou tout le monde. Et votre serviteur RD pour vous accompagner tout au long de cette heure. Alors, on va faire comme programme une partie chronique et ensuite on va s'atteler, après les pauses musicales, au dossier le genre super-héroïque au-delà du Big Two. Big Two étant DC et Marvel. Tout à fait. Voilà, donc bah oui, les super-héros, ça va plus loin, beaucoup plus loin que le mainstream qu'on a pu vous présenter. Donc on va s'atteler à vous faire découvrir ou au moins vous expliquer ce qu'on peut trouver d'autre et vous ferez votre idée. Tonnerre de Brest. Si je tenais l'auteur de ce manuel. Il est bien celui-là. encore Ouais, il est bien. Il est bien. On va le garder. Ouais, on va le garder. Allez, bah écoutez, j'ai envie de commencer. Déjà parce que j'ai pas le bouquin, parce que j'ai eu la bonne idée de le prêter et de m'en rendre compte ce matin. Donc je voulais vous parler de The Ambassadors, qui est écrit par Mark Millar et qui a au dessin des 2-3 petits noms. Okay. Genre Ah oui, il y a plusieurs Olivier dessinateurs. Coipel, Ah oui, Scalera, Frank Quitely, enfin voilà, que des petits noms pas Oui, des connus petits du gars. tout, Ouais, des gens en devenir. pas reconnus pour leur travail, voilà. Donc déjà, vous savez que la qualité du dessin est là, et bien sûr, on vous le dit presque une fois par mois, avec Mark Millar, vous avez aussi la qualité du scénario. Ah ouais, ça. Pour vous pitcher donc ce bouquin, on est à peu près dans nos années actuelles. Il y a une scientifique en Corée du Sud qui réussit à donner des super pouvoirs à tout à chacun. Et en plus de les échanger entre eux et de les pouvoir les donner à distance, plusieurs, chacun choisit un pouvoir en fonction de ses besoins. Et donc cette Coréenne du Sud va chercher à développer un réseau de super-héros attachés à leur pays. Donc un Captain France, etc. Et il y a donc dans cette première partie de bouquin, la recherche de savoir qui serait la bonne personne pour être un super-héros. Qu'est-ce qui fait que si tu es un tout à chacun, si on pouvait te donner des pouvoirs, Ouais. voilà, on est 8 milliards sur la planète, qu'est-ce qui ferait que C'est ces toi. personnes C'est toi sont qui- prises? Donc on voit ces différentes personnes qui sont découvertes, qui sont choisies, d'autres, certaines raisons plus ou moins bancales, vous verrez, vous penserez à moi si vous regardez par exemple le néo-zélandais ou l'australien, il est parfait. Voilà, et bien sûr arrive la question que tout le monde se pose, alors dès la première page, pourquoi il n'y a pas d'Américains? Voilà. Ah oui, moi je l'ai vu il y a un petit moment, c'est vrai. C'est écrit vraiment- par Millard. C'est parce que c'est écrit par Millard. Voilà, c'est vraiment, bon, ça aurait été par un Hélice ou un Ennis, il n'y aurait pas eu de requin aussi, ou alors c'est ça aurait pareil. été le premier mort. Mais, Encore des voilà. Britanniques. Donc là, Mark Millar fait de la géopolitique, parce que clairement, c'est de la géopolitique appliquée aux super-héros.
C'est une arme de destruction massive. Comment ça l'applique ? Pourquoi certains pays ont le droit d'en avoir et d'autres non ? Parce que le super-héros représente le pays. Oui, Voilà, ils ont les costumes sont les couleurs des drapeaux. Ouais, d'accord, voilà. Voilà, et ils ont chacun leur secteur entre guillemets. D'accord. Donc on est sur un truc privé qui se met au-dessus des nations pour intervenir C'est vrai, ouais. au nom des peuples, mais quelle est la légitimité de ça, etc. Et puis quand vous avez, comme je vous dis, le gendarme du monde qui lui n'a pas ce type d'arme, comment il réagit, quoi. Ouais, bien sûr. Donc j'aime beaucoup ce one-shot. Il devrait y avoir des suites. D'accord. Non pas parce que ça manque de qualité, mais au contraire parce qu'il y a encore de quoi raconter. Il y a une superbe lien des Américains, première page, dernière page, qui est absolument génial. De toute façon, la dernière page avec Mark Millar, on sait que... Toujours le twist... Voilà, que tu as pu mais c'est drôle, s'il y a de l'action, c'est intéressant, à différentes strates. Donc ouais, je reconnais très vivement The Ambassadors de Mark Millar. Et dont on voit la suite dans Big Game. Enfin, en tout cas, ils apparaissent aussi dans Big Game, dans le crossover. Ouais, fait passer... ils apparaissent tous. Oui, c'est ça. À notre plus grande surprise, ils apparaissent tous, quoi. Il y arrive. Jay, Annie, lequel de vous deux se lance ? Elle m'a montré du doigt. Vachement montré du doigt, ouais. Alors, Jay, on t'écoute. Fusion. Alors, je vais Je vous sais pas parler... ce que ça donnerait. Hein. C'est un truc un peu bizarre, je pense. T'aurais des cheveux. C'est ça, j'aurais des cheveux, mais elle aurait de la barbe. Du coup, c'est un peu le problème. Il vous aurait des lunettes. Oui, ça, c'est sûr. Bref. Je vais vous parler de La Brigade Chimérique, qui est donc une bande dessinée franco-belge qui est sortie en 2022. Alors c'est La Brigade Chimérique, la petite mention Ultime Renaissance, qui fait suite du coup à la première BD qui était sortie en 2009 et qui s'appelait La Brigade Chimérique tout court, qui est écrite par Serge Lehmann, voilà, qu'on connaît notamment pour son travail sur Saint-Elme, qui a sorti Les Navigateurs il n'y a pas très longtemps, avec Stéphane de Caneva, qu'on retrouve ici au dessin, et également Lou à la couleur, qui nous fait un travail de foufou. Ça fait 272 pages, 34,95 € prix éditeur, et donc chez Delcourt. 8 chapitres qui sont découpés un petit peu comme les comics. Pour le coup, voilà, ils ont voulu vraiment faire le pendant fascicule. français, voilà, en mode un petit peu fascicule à l'intérieur, même si c'est sorti en album directement. Et donc on va continuer d'explorer, en fait, comme dans la première Brigade Chimérique, du coup, les super-héros européens oubliés de l'entre-deux-guerres. Donc c'est un concept très très particulier. C'est basé notamment sur l'Institut du Radium, qui est un institut historique qui était géré par Marie Curie, tout à fait, et qui part du principe que Marie Curie, avec le radium, en fait, aurait hébergé et organisé du coup des super-héros, donc à Paris, et qui auraient du coup agi dans l'entre-deux-guerres. Et donc on va retrouver des personnages haut en couleur, voilà, qui viennent un petit peu de la littérature de cette époque-là, et qui ont été remis au goût du jour par Serge Lehmann, et surtout il les organise dans un ensemble cohérent. Et notamment, ce qui est très intéressant dans cette BD, c'est qu'il fait le lien avec tout ce qu'on peut connaître aussi des super-héros, y compris dans le Big Two. Donc il va parler à un moment donné du Shield, par exemple, il va parler de Crâne Rouge, il se permet en fait de glisser des petites choses comme ça, il parle du BPRD, donc de Hellboy dont je vous parlais. C'est des clins d'œil ou c'est des clins d'œil? C'est des clins d'œil, ils sont juste cités, il y a un petit dans une bulle, voilà, il va dire oui, le BPRD et le Shield s'en sont occupés pourtant. Voilà, c'est pour le remettre dans le monde. Voilà, c'est dans le vrai contexte. Comme Superman d'ailleurs apparaît dans la première Brigade Chimérique, même si il est pas annoncé en tant que tel, mais voilà, on le reconnaît de façon assez évidente. Et pour le coup, voilà, là l'histoire va commencer avec une mystérieuse invasion de rats dans le métro parisien. Donc voilà, c'est très ancré dans notre monde d'aujourd'hui. C'est très cliché aussi, non? C'est très cliché. Ça aurait été Marseille, ça aurait été plus logique, je pense. Je pense aussi. Ouais. Et donc avec des rats meurtriers, voilà, dans le métro parisien, et qui vont faire appel à un expert du coup d'un centre de recherche sur ce qu'ils appellent l'hypermonde. Donc tous ces super-héros français qui représentent ce qu'ils appellent l'hypermonde. Et donc le professeur Desniak qui va essayer de retrouver du coup un certain nombre d'anciens super-héros et de les réactiver en quelque sorte pour faire face à cette menace, cette espèce d'invasion mortelle qui se passe à Paris. Et donc ça va être très science-fiction, beaucoup plus je trouve que le premier tome qui était déjà pas mal dans le genre, enfin que la première Brigade Chimérique. Et voilà, moi j'ai trouvé ça
absolument passionnant. C'est vraiment une lecture que j'ai adorée. Je l'ai relue déjà plusieurs fois. Et je trouve plus solide graphiquement, notamment que la première Brigade Chimérique, qui est pourtant qui est un peu vieilli. Voilà, Jess, son dessin, effectivement, même si voilà, ça reste un dessin de très bonne facture, mais voilà, je suis moins fan. Là, pour le coup, celui-ci, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le petit clin d'œil, d'ailleurs, dans le titre. Ultime Renaissance, c'est très rigolo parce que c'est sorti donc en 2022, c'est ce qu'on a donc sur la couverture. Et en fait, dans cette BD, Ultime, ça peut faire penser à Ultimate finalement, l'univers donc de Marvel. Et Renaissance, ce qui est Rebirth, New 52, tout ça, ce qu'ils ont utilisé chez DC. Donc en fait, il s'est amusé, il s'est fait plaisir en fait, classique, voilà, de les réutiliser. D'accord. Un comparatif avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires ? Complètement. C'est complètement la version française, c'est la réponse pour moi française à la Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore. D'accord. Complètement. Ouais. Ok. Très cool. Bah écoute, on recommande. Annie ? Oui. On l'a oublié. Oui, C'est vrai, t'as plus l'habitude. non, mais comme la fois on a fait comme ça, c'est pour ça que je dis t'as plus l'habitude, on en a encore une. J'étais lancé. Allez, go Annie. Moi, je voulais parler de Kakegurui. Ça vous parle? Gambling School. Oui, Gambling School, oui. Alors, c'est un manga qui raconte l'histoire d'une élève qui arrive dans un nouveau lycée, sauf que c'est un lycée qui est complètement différent par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que les élèves, ils ne sont pas jugés sur leur aptitude intellectuelle, cognitive, mais plutôt sur leur capacité de gagner au jeu d'argent. Donc, il y a une hiérarchie qui a été instaurée. Donc, les meilleurs, en gros, pour comprendre, la crème de la crème de Japon est issue de cette école. Il y a une hiérarchie qui est complètement chamboulée. C'est les élèves qui font la loi. Et les 100 premiers élèves, en termes de classement d'argent, c'est ceux, en fait, qui vont avoir le plus d'avantages. Et ceux, du coup, qui se retrouvent endettés ou qui n'ont pas d'argent, et vont devenir un peu les esclaves des autres, en fait. Donc, il y a cette nouvelle élève qui arrive dans l'école. Et en fait, dans l'histoire, on se rend compte que, outre le côté adrénaline qu'elle adore dans le fait de gagner ou perdre potentiellement des jetons, c'est qu'il y a aussi une histoire de famille, en fait, qui combat entre eux et que le conseil, du coup, d'élèves essaye de la faire enlever parce que, justement, ce ne serait pas une digne héritière, entre guillemets, de tout ce qu'elle a eu comme richesse, en fait, pour arriver. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce truc-là. Il a été adapté en... Donc, c'était une manga à la base, oui. Après, c'était adapté en animé. Après, ils ont fait un drama coréen dessus. Et après, ils ont fait un film dessus. Là, ils ont sorti un nouveau manga qui va représenter un peu une alternative de ce truc-là. Donc, c'est-à-dire le même contexte, mais avec des personnages qui sont complètement à part. Un spin-off. Plutôt un reboot. Je suis pas sûre parce que, en fait, ce qu'on va retrouver, ça va être du coup le même conseil d'étudiants, en fait, qui sont un peu une caste en quelque sorte, en fait, qui s'est installée, mais juste dans une temporalité qui est différente de celle du manga principal. Ok. Un préquel. Voilà. Oui. Le dessin, il est très intéressant, pour dire le moins. Parce qu'il y a vraiment ce côté, elle met sa vie en jeu à chaque fois, et puis elle est juste excitée à l'idée de pouvoir remporter ou perdre. Il y a une certaine légèreté, en fait, qui vient chambouler, du coup, tous les autres qui sont vraiment la sueur qui tombe, les mains qui tremblent, qui ont l'impression que la vie elle va s'arrêter. Et puis elle est vraiment dans le extrême total de... Je prends les plus grands risques, en fait, que je puisse avoir. Donc, c'est assez intéressant parce que ça nous présente énormément de jeux différents. Bon, si on enlève le côté argent, je trouve qu'il y a énormément de jeux différents. Moi, ce que j'aimais bien aussi dans cette recherche-là, c'est que j'essayais de réfléchir, du coup, à sa place pour savoir comment, moi, j'aurais pu réagir ou bien faire pour justement remporter. Parce que des fois, les conditions, elles sont tellement contraignantes à prime abord quand on les regarde qu'au final, on se dit, c'est peut-être fait pour qu'on ne gagne pas. Et en fait, si. Voilà. Ok. Bah écoute, Gambling School, donc, il y a sorti chez Soleil Manga. 2 saisons, je crois, en animé qui sont sorties. Il se peut. C'est bon, ça va ? Ouais, là, c'est bien, toi, tu peux...
Est-ce qu'il faut que je... Non, ça va. voilà, c'est en détente. Moi, je vais vous parler de Black Hammer. Alors, j'ai pris que le premier tome parce que sinon, il me faut une brouette pour tout ramasser. Black Hammer, donc c'était sorti en 2016 chez Urban Comics. C'est écrit par Jeff Lemire Express et dessiné par Dean Armstrong. C'était sorti chez Dark Horse aux États-Unis. On avait eu le tome 1 à 10 €. La bonne époque où Urban faisait les tomes 1 à 10 €. C'était extraordinaire. Ce que j'adore. le début, ça. C'est ce que j'adore avec cette série, c'est qu'en fait, c'est truffé de clins d'œil et de références à l'âge d'or et d'argent des comics. Prenez cette série vraiment comme une déclaration d'amour au monde des comics parce que tout est archi référencé et truffé des clins d'œil. Tout. Si vous connaissez les comics, vous allez voir, les références sont extrêmement grosses, mais ça va vous plaire parce que ça sera une déclaration d'amour, comme je le dis. Le tome 1 s'appelle Origine secrète, qui parle, je pense, à beaucoup de lecteurs de comics. Qu'est-ce qu'on a encore ? Oui, alors du coup, c'est une équipe de super-héros. Quand on prend le tome 1, l'équipe est dans une dimension parallèle. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et en fait, ils ont combattu l'anti-dieu, qui fait référence évidemment à l'anti-monitor. Du coup, l'équipe est composée de plusieurs personnages. On a Golden Gale qui se transforme en justicière quand elle prononce le mot Zafra, mais elle est frappée par la foudre. Donc c'est vraiment... Ça rappelle quelqu'un. Ça rappelle quelqu'un. On a le Barbalien qui est un martien métamorphe. Qui s'appelle Marx, je crois. Donc là aussi... Ah ouais, ils ont poussé le truc. Non, mais vraiment, c'est ce que je vous dis. Il y a une créature des marais. Il y a Black Hammer qui a son pouvoir d'un marteau qui génère de la foudre. Donc, je vous dis, tout est archi référencé, mais c'est vraiment poussé à l'extrême. Et j'ai l'impression que, parce que c'est Jeff Lemire qui a fait ça, j'ai l'impression que c'est vraiment en fait, de qualité. Je pense que si ça avait été n'importe qui avait fait ça, il l'aurait ruiné sur place. Mais comme c'est lui qui a un certain statut, comme d'autres grands scénaristes, tu ne peux que voir le côté déclaration d'amour à ce monde des comics. Alors, la série est finie en 4 tomes, mais il y a surtout la qualité de la série, c'est les spin-offs. Il y a alors évidemment la référence du grand méchant, il s'appelle Sherlock Frankenstein. Voilà, mais tout est extrêmement bien fait. Il y a Dr Star et le lendemain des Royaumes perdus, qui est là aussi une déclaration d'amour à Green Lantern et dont la fin me fait pleurer à chaque fois, chaudes larmes. Et il y a Skull Digger. C'est être sensible. Il y a un cœur qui va d'ailleurs. Et il y a Skull Digger et Skeleton Boy, qui est une espèce de Batman et Robin, mais là aussi extrêmement violent. Donc tout ça fait une espèce de myriade de comics qui vont se regrouper les uns et les autres, puisque les personnages apparaissent à chaque fois dans les uns et les autres. Et il y a encore quelques spin-offs qui sont en attente, qui ne sont pas encore publiés en France. Ça, je le tiens d'Urban, parce qu'il y a un projet d'adaptation série télé qui est un peu dans les tuyaux. Donc, en fait, Urban attend que la série soit lancée pour remettre à jour la série et publier les spin-offs. Le seul, on va dire, bémol, c'est l'espèce de verrue crossover avec la Justice League et donc l'univers de Black Hammer qui est dégueulasse, qui ne sert à rien. Voilà, de toute façon, quand on cherche à connecter un univers indépendant à les Big Two, si tu veux, ça fait dégueulasse. Hein, oui, c'est dégueulasse. Oui, Doomsday Clock, je parle de toi. Oui, je parle de toi, c'est dégueulasse. Bon. Quoi qu'il en soit, du coup, hormis cette verrue sur ce très beau visage qui est Black Hammer, moi j'adore cette série. Encore un petit problème, c'est qu'il y a 4 tomes et on sent bien qu'à la fin de la série, on a mis un peu toutes les idées, un peu pêle-mêle, et on sent que ça manque un peu d'homogénéité parce qu'il y a plusieurs dessinateurs, il y a plusieurs temporalités. Bon, tu sens que ça part dans tous les sens. Mais chaque tome est composé de beaucoup de bonus, de portraits des personnages, d'une timeline. Vraiment, je trouve que c'est une série ultra bien faite et le tome 1 a été réédité à 10 € encore une fois dans une autre couverture, mais cette couverture-ci, qui pour moi, ça pourrait être un poster tellement c'est beau. Moi, Black Hammer, c'est un très beau souvenir et une très belle lecture et j'attends vraiment les spin-offs qui manquent où en fait ils parlent de ce qui se passe dans le futur. Il y a l'équipe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc vraiment il y a beaucoup de choses qui sont prévues au niveau de Black Hammer et j'ai hâte de lire tout ça. D'accord, donc un vrai monde à exploiter. Un univers, vraiment un univers incroyable et
à découvrir. Parfait. Bon, bah écoutez, les amis, vous avez de quoi lire, ou du moins vous avez les recommandations pour. On va faire une première pause musicale. Alors, on est sur du bon classique à l'ancienne, Queen, Don't Stop Me Now, qui vient d'Umbrella Academy. Tout à fait. Allez. Man, you come right out of a comic book. On est de retour dans la bande des comics après ce bon classique. Ouais. J'espère que vous avez remué en ce samedi fin de matinée. On attaque la partie dossier. Alors, le genre super-héroïque au-delà des Big Two. Jay, tu vas nous faire l'introduction en nous définissant un peu ce qu'on entend par un super-héros. Exactement. Alors avant de revenir sur les caractéristiques, en tout cas, qu'est-ce qui est significatif pour définir ce qu'est un super-héros ou pas, je voudrais juste revenir sur un tout petit point d'histoire, du coup d'où ça vient et où les premiers super-héros sont apparus. Effectivement, c'est donc dans les années 30 finalement, donc dans les comics qui sont ces espèces de bandes dessinées américaines qui étaient publiées dans les pulps, donc ces espèces de journaux de mauvaise qualité qui étaient imprimés aux États-Unis et dans lequel on va avoir un certain nombre de personnages qui viennent directement de l'héritage de héros, d'aventuriers en général. Donc on peut parler de Doc Savage aux États-Unis qui marchait bien dans la littérature notamment. On peut parler de Zorro également, le justicier masqué. On peut parler de Tarzan. Voilà, tout ce genre de personnages. Fantôme du Bagal. Voilà, tout à fait. Et qui ont finalement donné naissance aux super-héros et au genre super-héroïque qui est même, on pourrait même réfléchir à un parallèle avec les dieux grecs finalement, un espèce de nouveau panthéon. Et donc avec Superman qui va arriver en 1938, donc chez l'ancêtre de ce qui va devenir plus tard DC Comics, Batman en 1939, et ensuite on va avoir du côté de Timely Comics notamment qui deviendra Marvel plus tard, on va avoir notamment Captain America qui arrivera en 1941. J'ai oublié en passant Captain Marvel du coup chez Fawcett Comics qui arrive en 1940, Flash, Green Lantern qui sont arrivés aussi en 1940, et beaucoup plus tard effectivement les X-Men, Fantastic Four dans les années 60, etc., etc. Et quelques années plus tard, du coup, dans les années 80-90, on va avoir les premiers éditeurs indépendants de comics qui vont débarquer, avec notamment Valiant et Image Comics, qui vont amener les personnages comme Spawn, notamment, Hellboy, je vous en ai déjà parlé un petit peu, et voilà, un certain nombre d'autres personnages, et donc enfin des super-héros qui ne viennent pas, donc ni de Marvel, ni de DC Comics, donc ce qu'on va appeler les héros hors Big Two, voilà, le grand Big Two de la bande dessinée américaine. Alors, pour commencer ce petit tour de table, je vous propose de vous poser une question. Alors, c'est pas une colle. Il y a, pour moi, j'ai relevé, alors en piochant un petit peu sur différents sites spécialisés, 6 grandes caractéristiques. En gros, comment on définit un super-héros. Qu'est-ce qui définit un super-héros ? Qu'est-ce qu'il faut absolument pour qu'on dise, ça, c'est pas juste un héros classique de bande dessinée, c'est un super-héros. Pour vous ? C'est quoi ces 6 caractéristiques ? Les pouvoirs surnaturels. Alors, les pouvoirs, déjà, ça paraît évident. Les capacités extraordinaires, voilà, effectivement. Bon, le super force, la rapidité, le vol, etc. Voilà. Ouais. Le costume ? Le costume. Le costume, c'est un autre ingrédient indispensable. L'identité secrète ? L'identité secrète, tout à fait. La double identité civile et super-héroïque. Souvent, c'est un des points qui représente le super-héros. Ça nous en fait 3. Le repère secret, peut-être ? Ouais, alors, oui, un peu moins. On pourrait, Pas, tous ne l'ont pas, effectivement. Oui, c'est vrai. L'espèce de Batcave. Pas tous les moyens. c'est ça. Les moyens de Batman, quoi. Effectivement. Un trauma qu'il ait créé, en fait. Ouais, on pourrait imaginer la notion de trauma. Mais on est pas sur le cas une de tous, définition super-héros dans le cadre justement du Big Two. Non, super-héros au sens large. Ouais, super-héros au sens large. La mutation ? Le manque de bol. Le manque de bol. Parce que généralement, le super-héros manque de bol. Une capacité qui est poussée à l'extrême, peut-être ? Ouais, les c'est pouvoirs, ça. Dans les pouvoirs extraordinaires, tout à fait. La perte de ses parents. Il y en a beaucoup, mais c'est pas... Non. Le sidekick, le coéquipier. Alors, non, pas tous. On n'est pas loin, effectivement, c'est la galerie d'alliés et de vilains. En fait, en général, d'un personnage, il y a tout le temps tous ces alliés qui gravitent autour. Et effectivement, c'est Némésis. Donc la Némésis, c'est ce que j'allais dire. Il en manque une, non ? Il en manque effectivement. Alors, t'étais pas loin avec l'histoire de la base, enfin du repère secret, etc. C'était plus largement l'environnement, finalement. Sa ville, souvent, c'est vrai. Il est attaché Metropolis, à une géographie. Spiral City pour Black Hammer, etc. Voilà, il y a
quand même des lieux Il y a comme une ça qui sont géographie emblématiques. propre, oui, c'est D'accord, vrai. ouais, Ouais. c'est vrai. Ok. On a fait à peu près le tour. Ouais, ce que Allez, j'allais il m'en dire. restait un. C'est Du quoi coup, c'est l'équipement, l'arsenal. Ouais. Du coup, Ah. souvent, il y a un équipement là aussi caractéristique. On en parlait sur Daredevil avec ses bâtons. Exactement, ouais. Voilà. Ouais. Chacun a son équipement et bon, c'est la suite, le prolongement du costume finalement. Ouais. Voilà. Ok. Donc Voilà. ça, on peut considérer qu'on a notre définition de base près, de ouais. super-héros. C'est ce qui a été exploité donc par le Big Two. Tout à fait. Et maintenant, donc pour vous, qu'est-ce qui est, à mon tour de poser une question, qu'est-ce qui, si vous devez parler d'un super-héros hors Big Two, lequel vous vient le premier à l'esprit? Vous battez pas. Ah, alors là, le premier qui te vient à Le premier l'esprit. qui te vient Le à premier l'esprit. comme ça, peut-être j'irais invincible moi. pour C'est le ce coup. que j'allais dire moi aussi. Ouais. De toute façon, à l'heure actuelle, c'est Ouais, c'est parce celui qu'on qui est le plus on nous ramené en rabat les avant. oreilles avec la série animée, donc. Non, mais justement, je pense qu'on Ouais. aura l'occasion d'en revenir. Mais, Ouais, moi j'aurais donné un Millard. Parce Mhm. que pour moi, tu parlais de The Ambassador, Ouais. mais pour moi, Il y en a plein d'autres. c'est lui, c'est Millard qui, à chaque tome, tu veux réinventer le super-héros. Alors, est-ce que j'en aurais donné un de précis? Peut-être Jupiter's Legacy. Jupiter's Legacy, ouais. Parce que pour moi, c'est en fait, c'est ce que tu dis. l'origin C'est story. Hein. l'origin story, c'est les costumes, c'est les pouvoirs, c'est les alliés et les ennemis, dans tout ce qu'il arrive à réinventer. Mais ouais, Jupiter's Legacy, mais il ne me serait pas venu Ouais. un peu comme ça naturellement, quoi. Et toi? Alors, j'avais trois Tu as droit propositions. aussi en manga. Hein, Mais- Bien sûr. Mais il y en a un qui m'est venu en tête, Powerpuff Girls, les super nanas. Ah oui, ok. Ah oui, bien sûr, les super En nanas. vrai. Eh oui. oui, bien oui. sûr. Non, mais c'est là où tu vois qu'on a une génération d'écart. Ah, mais vraiment. Parce que... Si- C'est Sinon- pas le dessin animé, ça? Oui, Si. c'est un dessin animé, oui. Ouais, mais c'est des super-héros. mais c'était Ouais. aussi sorti en comics. Il y a des comics Super Nana. Sinon, c'était One Punch Man et Astro Boy, du coup, du côté Côté du manga. Japon. Oui. Astro Boy, est-ce qu'on le classerait en super-héros? Et justement, vu ce que vous mettez là-dedans, peut-être pas, Si, mais en même voilà, temps, si on prend c'est les... tellement une référence au Japon, Mhm. il y a tellement une culture autour de Astro Boy que pour moi, on peut pas ne pas en parler pour le Oui, coup. oui, non, mais je sais, mais est-ce qu'il est vraiment considéré comme dans le genre super-héroïque? Moi, je le rapprocherais au genre des mechas qu'on a. Il serait plus proche d'un Goldorak. Tu vois ce que, Ouais. je Mais veux dire? Pour le coup, le Super Sentai, c'est vraiment la limite parce qu'on a effectivement le costume, la double identité, on a les capacités. On y retrouve finalement plein de choses dans le Super Sentai. Pas forcément dans le fait d'être dans un robot ou d'être un robot. Hein. Oui, Ouais. oui, oui. Voilà, vraiment, donc Bioman, Power Ranger et voilà tout ce qu'on peut avoir derrière. C'est la limite, effectivement. Pour moi, ça pourrait se coller au genre super-héroïque, quoi. C'est juste souvent, il n'y a pas la cape, quoi. C'est voilà, c'est une des grosses différences. Si, Astro Boy, il a une Et cape. pour, Et Astro Boy peut. non. Astro Boy, Ah, non. n'importe quoi. Pas sûr. Si. Non. Moi, je l'ai jamais vu avec une tu cape. verras, il a Il a un petit slip en cuir, mais. Ils font que des petites bottes rouges. Alors, Exactement. Peut-être Après- un truc volé. En revanche, pour One Punch Man, Oui, c'est typiquement, quoi. il passe son temps à dire justement qu'il n'est pas un héros, parce qu'il rentre pas dans le cadre de truc, mais on exploite les héros dans le côté regroupé et organisé. C'est une entreprise. Ouais, Il y dans a la une ligue, ouais. entreprise de héros, quoi. Mm. Ce qui revient avec The Boys, par exemple. Ouais, qu'on a Ah avec oui, c'est Vox, vrai, exactement, Vox, ouais. tout à fait. Où tous les super-héros dépendent de votes qui les a créés déjà. Mm. Là, ils ont créé c'est là où c'est tout le sarcasme du truc, c'est qu'ils ont été créés pour répondre à des besoins qui n'existaient pas. Et au contraire, ils font plus de problèmes encore. Et on fait Ils se génèrent du boulot. et on fait croire à la population qu'ils ont besoin de ces mecs-là, alors que c'est des branquignoles de premier. De Donc, première classe. voilà, dans The Boys, c'est la plus grosse critique à l'heure actuelle du super-héros classique. Une grosse déconstruction, en fait. C'est ça le truc, c'est que souvent, on est dans l'indé, dans tout ce que vous avez cité depuis le début, c'est rare qu'on ait une copie conforme, en fait, Oui. du super-héros. Même Jupiter's Legacy, en fait, il va détruire le concept même de super-héros, le déconstruire. Mais même, voilà. et là, d'un coup, ça me revient à l'esprit, mais même Watchmen. Oui, oui. Watchmen, quand il. Alors, bien sûr qu'Alan Moore s'est inspiré d'anciens personnages qui ne pouvaient chez pas Charlton, ouais. réutiliser, mais avec le Docteur Manhattan ou d'autres personnages, c'est une critique acerbe du monde du super-héros, mais aussi de la société dans laquelle il était au moment où il a écrit le comics. Mais là aussi, chaque personnage
est une part d'ombre du super-héros tout lisse qu'on connaît. J'ai pas souvenir que dans Watchmen, il ne sauve une seule personne. Non, en général, il les tue. Non, mais sérieusement, peut-être dans une ruelle, le hibou. Non, avec le spectre soyeux. Ils se font braquer, donc ils leur mettent sur la tronche. Ils s'auto-sauvent. Je n'ai jamais fait la réflexion, mais effectivement, je crois qu'il sauve personne. Je n'ai aucun souvenir dans Watchmen qu'il ne sauve la moindre personne. Oui, vous regarderez, vous faites une idée. Ouais, non, peut-être vous me le direz. Peut-être Laurie, quand tu la téléportes sur Mars, à la rigueur, mais on est loin du. Ouais, mais c'est entre eux. Ils restent entre eux. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de sauvetage. Cela dit, Watchmen, c'est quand même DC. Ça fait partie de la maison DC, même si moi j'ai tendance à le considérer comme un esprit indépendant en fait, mais ça reste quand même la maison mère, c'est DC. Quoi. Moi, je le considère comme indépendant. Ça a été racheté et intégré à DC Comics, certes, mais pour moi, c'est un univers indépendant. Mais de toute façon, Moore, tu peux pas le qualifier de mainstream. Non, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, d'ailleurs, qui était aussi une autre variation finalement des héros. Alors là, par contre, on n'a pas effectivement le super-héros. On est assez loin de ça. C'est une réutilisation du héros populaire. De la littérature époque victorienne qui aussi pareil déconstruit le truc en explosant ce qu'on sait de ces personnages. Et c'est ça qui a amené, je pense, le courant indépendant dans les années 90-2000. C'est cette possibilité de critiquer en dehors de la charte de bonne conduite des comics. Le Comics Code Authority, voilà, de qui a flingué énormément de choses des années 50 c'est dans les années 90 qu'ils ont arrêté de l'utiliser, je crois. Un peu avant peut-être, mais oui, ça a été ça. Dans ces eaux-là, peut-être même après, ça dépend des éditeurs. Il y en a même qui l'ont fait jusque dans les années 2000, il me semble. D'accord. C'est resté très tard. Ça peut être des choix, et je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup marché justement là-dessus, parce que on aime à l'heure actuelle les anti-héros, je pense. Oui. Bon. Oui. On va en reparler dans la seconde partie. Je parlerai moins, vous on parlera plus. On compense. J'ai dit moins ? Non, on parlera plus. Ah, c'est moi qui parlerai moins. Toi, tu parleras moins. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ce que j'étais en train de dire, tu vois. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Bien. Voilà. Plus moi. Stop ou encore. De toute façon, tu vas te réveiller après ce choix musical. Ce qui gueule, là. Le truc qui gueule qu'il a choisi, le monsieur, donc Arch Enemy Nemesis. Ah oui, déjà petit clin d'œil. Il vient de One for All, All for One. Ouais, le refrain, en fait, ils utilisent les mots One for All, All for One, et pour le coup, ça me faisait penser à My Hero Academia. Forcément. Voilà. Allez, Nemesis. C'est parti. Allez. Gare à vos oreilles. Ouais. Bon réveil à tous et toutes. Man, you come right out of a comic book. Vous êtes de retour dans la bande des comics. La chanson finit bizarrement. Ah, d'accord, c'était vraiment la chanson. Donc. Oui, ils ont coupé en fait, et derrière une espèce de, je sais pas. Ok. Voilà. Bon. Écoutez, j'espère que ça vous a remué le fondement. Parce que là, ça partait de très loin et ça secouait tout ça. On va continuer notre dossier. Enfin, vous allez continuer, parce que moi, j'ai fini. Je dis plus rien. Alors, messieurs, dames, dites-nous tout. Jay. Oui, on a parlé donc un petit peu de comics, on a parlé un petit peu de manga, un tout petit peu. Du coup, c'est le point suivant, en tout cas, un des points qu'on souhaitait évoquer, c'était les adaptations. Parce que finalement, en fait, c'est par exemple, les comics de super-héros hors DC et Marvel, il y en a beaucoup qui ont eu le droit à leurs adaptations, que ce soit en film ou en série, mais on a également des créations originales. Donc voilà, c'est l'occasion un petit peu de les évoquer. Rémi, on a quelques-unes sous le coude, je crois. Oui, alors moi, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Chronicle. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, ça a été réalisé par Josh Trank. Très 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 bon. Celui qui a fait le Fantastic Four, un peu de reboot en plein milieu qui sert pas trop à rien, on sait pas quoi en foutre. Mais Chronicle, moi j'avais adoré, justement parce que je trouve qu'il montrait évidemment l'origin story de 3 adolescents qui, grâce à une pierre, je crois, venue du ciel, ont des super pouvoirs. Et en fait, ils apprennent à maîtriser, à découvrir et à maîtriser leurs super pouvoirs, sauf qu'il y en a un qui pète un plomb. Et je trouve que l'acteur, j'ai plus le nom en tête, mais c'est celui qu'on va retrouver dans le Bouffon Vert. Dans les Spider-Man avec Andrew Garfield, je crois, de mémoire. Mais je trouve que voilà, ce qui est très bien fait, on a parlé aussi de Hancock.
Oui, avec Will Smith. Avec Will Smith, Ouais. là aussi, qui aborde, pareil, le thème du super-héros sans... Alcoolique. Alcoolo, oui, de base, c'est sûr, Bah, mais avec une scène, voilà, avec Qui a perdu la foi, quoi. un côté sombre de ce qu'il veut faire, et je trouve que, voilà, tu parlais des adaptations, évidemment, on a parlé de The Boys, mais à chaque fois, ces adaptations sont faites en mettant l'accent sur les points noirs du genre super-héroïque, et on se dit, si moi j'avais des super pouvoirs, est-ce que aussi je deviendrais pas complètement taré? Donc c'est à chaque fois une bonne question. Où est la limite entre j'utilise mes super pouvoirs pour faire le bien, et ça se voit très bien dans Chronicle, et est-ce que je l'utilise pour faire le mal? Il y avait, je crois que c'était le Birthright, je crois. Oui. En fait, c'est l'histoire de Superman, sauf que le petit garçon en fait devient complètement taré. Ça, je crois que là, ça verse dans l'horreur. Burn Bright, ou un truc comme ça. Bright, ou je sais pas quoi. Brightburn. Putain, je vais y arriver. À force, on va arriver à le remettre dans le... Mais celui-là, moi, j'ai pas. BD. J'ai pas osé le regarder, ça fait peur. Donc j'aime pas les films d'horreur. un peu horrifique. Il est perturbant. Ouais. Voilà, donc il y a encore beaucoup de matières qui sont faites en film et séries aussi sur hors des big two. Ouais, t'en as d'autres du coup, Annie? En fait, moi j'ai pensé à quelque chose, mais j'ai absolument pas le titre. Je crois que c'est 44 ou quelque chose comme ça, où justement ça suit l'histoire d'un groupement de personnes qui ont des super pouvoirs. Et en fait, on va tracer un peu l'histoire de chacun dans des épisodes différents, mais j'ai absolument pas le... 44, tu dis? Oui. Voilà, je sais pas du tout. À part le département de la Loire-Atlantique, Les 4400 Je sais plus. Parce qu'il y a les Sincèrement, je sais plus. 4700. Oui, il y avait eu ça, ouais. Mais il n'y a pas d'histoire de super pouvoir, je crois, là-dedans. je sais pas. Ils Ouais. font pas avec Heroes? Peut-être, oui, parce qu'il y a Heroes Peut-être. qui a Mais été c'est une peut-être adaptation Heroes, incroyable. juste, Ouais. en vrai. Il me semble que ça. Peut-être Heroes, c'est qui est juste très, ça. C'est peut-être Heroes, Ouais, ce dont ouais, tu peut-être ça. D'accord. tu La parles. série, pour le coup, qui est une création originale pour la fabuleuse, télé. quoi. Et ouais, les premières saisons Mais notamment. moi, je me Ouais, les souviens deux de- premières, ouais. Ouais. Ah ouais, je me souviens de Heroes. Pour moi, quand je la le première. regardais à la télé, mais j'étais comme un dingue. Parce que, alors, pour moi, les Heroes, c'est les X-Men. C'est à chaque fois, c'est la découverte des pouvoirs, un peu au changement du passage à l'âge adulte, des pouvoirs qui amènent beaucoup de C'est celui-là. souffrance aussi, d'acceptation de 44. soi. Ouais, c'est ça. Ils sont 44. Ouais. On fera la peine. Je sais pas, mais j'ai fait Mais cette du coup, association-là. Heroes avait été, sans parler de grands bouleversements, mais la qualité d'écriture et de réalisation de la série, pour moi, ça a été vraiment un monument et un incroyable moment de télé. Ça a été un des premiers où on ne voyait pas le côté tout beau du super-héros. Oui, le costume, on pour se, le coup, on ouais, se ouais. rendait compte que c'était des gars normaux et qui pouvaient choisir délibérément de passer du côté son. Il n'y avait pas besoin d'une origin story ouais, avec c'est des vrai. papa-maman C'est qui étaient morts. Mm. Non, c'est des mecs comme toi et moi qui ont eu des pouvoirs. Et, C'est la condition. et voilà. Saylara, c'était, Oui, quand non, même mais destiné un peu... on est bien d'accord, mais je veux dire, il y en a qui choisissaient pleinement Ouais, bien sûr. d'utiliser leur super-héros. Oui, Une autre idée, j'ai Sailor Moon. Oui, quelque part. On est plus proche du Super Sentai encore, Ouais. ouais, pour le coup. c'est ce ouais. que j'allais dire, on revient c'est encore vrai. sur quelque chose, c'est... Mais après, je pense que c'est normal parce que je pense que c'est très américain. Bien sûr. Enfin, C'est parti là-bas. le cadre dans lequel on met les super-héros, en fait. De l'autre côté, juste la mentalité, la culture est Ah, nous, on légèrement avait Super différente. Dupont. Oui, alors oui, exactement, c'est c'est ça. vrai, Et ouais. oui, à côté de la France... L'anti-héros total, c'était Super le Dupont, premier ouais. Super Dupont qui est sorti, c'était les flux glaciales. Oui, ouais. De Gottlieb. C'est J'ai jamais eu envie de lire ça. Pour le coup, autant d'Imbattable, j'adore. Pour le coup, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps grâce aux Imbattable, médiathèques. Imbattable. C'est incroyable. Imbattable, c'est Mais fabuleux. Super Dupont... irrécupérable aussi. Oui, Oui. irrécupérable. Ouais. on revient du Où côté là, comics. on est vraiment sur un super-héros qui pète les plombs et qui en a marre de l'humanité et de ne pas être reconnu à sa juste valeur, du fait qu'il se casse le cul à aider tout le monde et on lui reproche encore de ne pas pouvoir être partout à la fois. Ce qui est souvent abordé un peu dans Superman, mais là, on voit le moment où il craque. Ouais, on voit le mauvais côté, si tu veux, ou l'envers du décor, d'avoir de tels pouvoirs et de pouvoir, entre guillemets, réagir à tout sauver, mais quand tu peux pas être partout à la fois. Ça a c'est beaucoup un- été fait, ça c'est pour un le vrai coup. problème. The Boys qui est exactement sur la même ligne. Pour le coup, c'est quelque chose qu'on commence à avoir énormément maintenant. Le super-héros qui tourne mal, c'est vraiment un aspect, même dans Umbrella Academy, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi avec les différents personnages dans la BD, mais aussi effectivement dans la série, dans l'adaptation. Et Invincible, bien sûr. Invincible, le héros qui tourne mal, c'est voilà. Je On pense est que c'est vraiment sur la ligne. un équilibre
par rapport justement le super-héros qu'on nous a cadré, on nous a montré, il est toujours pour le bien et tout, sous certaines conditions quand même. Mais je pense que c'est pour équilibrer en fait cette vision-là et donner un autre aspect possible en fait. Pour pas être dans le fanatisme absolu quand on est dans ce genre. C'est plus mitigé, on est plus en nuances. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui marche le plus maintenant, je trouve. Hein. C'est les anti-héros. C'est les nuances. Hein. C'est pas pour rien qu'ils sortent les Thunderbolts, que Suicide Squad aussi a toujours ramené ce côté-là, parce que on aime les super-héros maintenant, qui nous ressemblent un peu, surtout au niveau des failles. Voilà, on sait qu'on n'aura pas les super-pouvoirs, mais on est content, entre guillemets, où on s'associe plus de voir un super-héros qui doit faire un choix comme toi et moi le matin. Voilà. Et pour Daredevil, on en revient, c'est parfaitement ça, quoi. Et pour le coup, pour revenir sur les super-héros hors justement Big Two, pour vous, est-ce qu'il y en a certains qui restent lumineux, justement, où ils n'ont pas cassé le jouet au point de dire c'est une espèce de saloperie, comme on peut l'avoir dans The Boys ou ce genre de choses. Est-ce qu'il reste quelques héros, j'en ai quelques-uns à vous soumettre, mais est-ce que vous, comme ça, il y en a qui vous viennent? Alors, parce que moi, je l'ai noté, mais c'est Huck. Huck, voilà, clairement. Huck qui joue là-dessus. Ouais. Sur l'espoir, justement. Parce que c'est on va dire pas un simplé, mais quelqu'un qui fait pas trop cas de... Un bon gars. Ouais, c'est un bon gars. Ouais, voilà, c'est le bon gars du village. C'est le bon gars de la ferme. C'est un Superman, mais voilà, bon gars qui agit à son niveau, à son échelle, et qui reste débarrassé de toute arrière-pensée un peu mercantile. C'est vrai, mais sorti de ça, si tu vas sur Wanted ou quoi, là, mais après, Millard aime bien les... D'ailleurs, il les a tous tués dans Wanted. Ouais, c'est ça. Tous les gentils. Mais non, t'as des exemples. En adaptation, il y en a eu pas mal. Alors, adaptation ou création originale, d'ailleurs, pour le cinéma d'animation, notamment chez Pixar. Il y en a eu plusieurs. Il y a Les Indestructibles, qui est vraiment une pure création. D'ailleurs, le film Fantastic Four qui va sortir, First Steps, reprend énormément de choses rétro-futuristes des Indestructibles. Et Big Hero 6 aussi, qui est incroyable. Avec vous vous souvenez pas ce film d'animation Les Nouveaux Héros, je crois qu'ils l'ont appelé en France. Oui, Les Nouveaux Héros, avec le truc gonflable. Voilà, avec, j'ai plus son nom. Le truc blanc, là, oui. Big Max, voilà. Je l'ai vu, je l'ai vu une fois, mais il m'a pas laissé je trouve génial. Je trouve absolument incroyable. L'univers qu'ils ont créé, San Fran de Tokyo, ils ont mélangé du coup les villes. Enfin voilà, c'est un espèce de futur. Moi, c'est vraiment tout ce qu'ils ont aménagé aussi autour des personnages. Et pour le coup, ça fait partie des personnages un peu lumineux. En France, on a Foxboy aussi. Dans les super-héros créés en France, c'est du comics français par Laurent Lefebvre. Oui. Tes souhaits. Merci. Sachant que c'était dirigé vers toi, pense à tes suies. C'est tout dans sa manche. Ok, vas-y, continue. Donc, Foxboy, vous connaissez pas? Si, j'ai vu les couvertures ou quoi, mais j'ai jamais lu. C'est héros rennais, du coup, de la ville de Rennes, pur breton, et effectivement le garçon renard. Et ils en parlent dans la Brigade Chimérique. D'ailleurs, ils font un petit clin d'œil aussi. T'as le garde républicain en France aussi. Il y en a quelques autres comme ça. Voilà, le Nyctalope. C'est pas un gros mot. Beaucoup moins connu. Pour le donjon de Nullbuck. Voilà, il y en a quand même quelques-uns, quoi. C'est pas totalement, c'est pas toujours détruire les jouets, quoi. Dans les adaptations. Et puis il y a aussi que dans les super-héros américains, jusqu'à présent, qui avaient le droit de s'ingérer dans les autres pays. Les autres héros, souvent, étaient recoupés. Tu disais que ça faisait partie de avoir leur environnement propre, leur ville propre. Je n'ai pas souvenir en France ou quoi que ce soit, les super-héros qui puissent venir, quoi. Tu peux l'avoir dans... si Batman Incorporated, du coup, il crée des filiales en fait dans le monde entier. Mais effectivement, c'est les Américains qui viennent chercher des héros, et t'as alors je sais plus son nom, il fait du parcours, un espèce de Batman français. Le parcoureur, tout simplement. C'est très original. Je ne suis pas allé chercher très loin. Si, on aurait pu parler de Planetary. Où là, justement, on est sur un Anglais qui décide que maintenant ça suffit, et moi aussi je peux intervenir n'importe où et vous la fermer. Voilà. Bon. Effectivement. Bien. Écoute, on a déjà fait le tour. Ça passe. On a bien fait le tour. Vite. Toujours pareil. On est amateurs et amatrices de vos réflexions sur les sujets sur lesquels on débat. Messieurs, dames. L'heure est grave. Fais gaffe, elle commence à tricher, à regarder tes réponses, Jay. Attention. Le thème, il m'inspire pas. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu?
Alors le thème, c'est les super-héros hors Marvel et DC. Tout simplement. Cool. Allez, citez-moi 3 super-héros français. Foxboy. Il y en a une qui a je suivi. triche. Super Dupont. Super Dupont. Ouais, le parcoureur. Allez, on en a 3. Un chacun. Banco. Voilà. Banco, je prends. Quelle est la couleur du bandeau de la 5e Tortue Ninja? Violet. Non, Jenica Rouge. qui est arrivé à la fin, Jaune. c'est jaune. De Tout quoi à il y a- fait. il y en a une 5e? Ouais, je Dans vois le run pourquoi. de Tom Waltz, dans l'avant-dernier run là, qui est publié en France, tout à fait. Bien, oui. Ah, Et ouais, qui arrive à la toute fin. Non, Ouais, pas, mais- pas connu. Là. Effectivement, les super-héros de New York. Quel pourcentage de la population possède un super pouvoir dans My Hero Academia? Oula. 80. 80% Bien, ouais. de la population, bien vu. Citez-moi 3 comics indés avec le mot Black dans leur nom et qui intègrent des super-héros dans son histoire. Black Hammer. Black Hammer. Black Hammer. Black Widow. Attends, votre truc Ah, mais, dégueulasse, là. alors- Effectivement, Black Widow, ça marche Ouais, aussi, même ça si marche on est. aussi, ouais. Non, le Euh, truc que j'aimais pas et que vous êtes fan, Black Science. Black Science, Black il y en a- il y en a Science, à la fin, tout à Ouais. fait. C'est vrai, ouais. Ouais, tout à fait. Bien Bien joué. Combien de membres compte généralement une équipe de Super Sentai? 5. 5, 5, tout à fait. Et pourquoi? Vous savez pourquoi ou pas? comme les doigts de la main. Non, Pour faire le robot. c'est par rapport aux éléments dans la culture asiatique en fait. Il y a 5 éléments, voilà. L'eau, la terre, le feu, le bois et le métal. Il n'y a pas l'air. D'accord. Ouais, Voilà. ouais. Quel est le nom civil du personnage doublé par Orelsan dans One Punch Man? Comment il s'appelle? Saitama. Saitama. C'est vrai? Tout à fait. Ouais, Ouais. oui, c'est lui, Ah, c'est lui il- qui double Saitama. C'est le je personnage savais principal. Ah, Ouais. je savais Eh pas. oui, bien sûr. Quel est le nom de héros costumé choisi par Gohan, alors étudiant, pour protéger sa ville dans Ah. DBZ? C'était pendant l'arc de boue, ça. Ouais, le super. Non. Attends, C'est pas- refais, pas s'il te super plaît. Il n'y a pas super Non, le nom de héros costumé qui choisit pour défendre sa ville. Donc il prend un rôle de super. Cyan Boy, Cyan En Vigilant, VO, Cyan. non. Ah, je l'ai pas. Non. Vas-y. Alors en VO, c'est The Great Saiyaman. Ah putain, Ah. Saiyaman. Et en VF, c'est le guerrier intergalactique. Oh pauvre. Oh là. Ah ouais, non, Oh là. Intergalactique, j'aurais jamais retrouvé. Ah ouais, Déjà il est chaud, il est Saiyaman. chaud, celui-ci. Alors, en quelle année est créé Valiant Comics, la maison d'édition des Psiotiques? C'est des sortes de X-Men, donc qui sont dans les séries Harbinger, Bloodshot, X-O Manowar, etc. Valiant. 80, Valiant, 87. Valiant, plus tard. Un tout petit peu 95. plus tard. Tout petit peu plus tôt. 96. 90. Donc 5 ans, c'est On un tout triche pas. petit peu plus tôt. Non, quoi. non, je regarde pas. Je regarde pas. En revanche, Voilà. je suis à ta feuille devant la Ta feuille, caméra. on voit que Oui, ta feuille. mais c'est pas grave, regarde, moi, Ah. je suis caché, c'est pas la peine de voir ma tête, c'est pas la peine. Comment s'appelle l'équipe de super-héros semblable à l'Umbrella Academy, mais qui vient d'une réalité alternative? La Sparrow Academy. La Sparrow Academy, tout Ah, à bien. fait, bien joué. Mais c'est dans le comics. Ouais. Dans le comics Et et dans la série. dans la série. Dans la saison Tout à 3, fait. il se retrouve dans le monde qui a été modifié, et donc Ok. c'est pas ça la Sparrow Academy. Exactement. Quel est le nom de super-héros de Sheldon Sampson, le père de Chloé et Brandon dans Jupiter's Legacy? Le Jupiter. Moi, je l'aurais pas eu, hein. Jupitérienne, non. Non. Attends, Ça finit comme ça, ça finit comme ouais, ça. en Tarian. Mandalorian. Non. Non, Le Saturnien, non? non, ça finit en Pas loin. Tarian. C'est pas Jupitérienne, Ça c'est- commence par un U. Uranian. Non, pas loin, mais. Non, c'est pas à trop Ultraman, près. non? Non, Non. non, du coup, Ultraman, c'est dans la cible. Utopian. Utopian, putain. Ah ouais. Quelle équipe de super-héros dont a fait partie Omni-Man pour protéger la Terre dans un Les gardiens Invincible? du globe. Les gardiens du globe, tout à fait. Quel animal The Deep, l'homme-poisson, tente-t-il de sauver au début de la série tortue. TV The Boys? Non. C'est un Attends, redis, dauphin. redis. Un Oui, le dauphin. dauphin, c'est vrai, c'est Ah, vrai. ouais. C'est son copain le dauphin. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est On vrai, était c'est pas vrai. loin, Avant on le était pas poulpe. loin. Avant le poulpe. Allez, on arrive à la fin, du coup. Quel est le nom de super-héros du père de Mindy, Hit Girl, dans Kick-Ass? Ah, Nicolas Cage. Alors, c'est c'est quoi son nom de super-héros? Il y a Man dedans? Non. Non, Alors, c'est son père, donc. c'est Phaser. Hit. Dad? Non. Pas loin. Ouais, ah, on y est presque. Hitman. Non, Hitboy. c'était Big Big Daddy. Daddy. Big Big Daddy, Daddy. il l'a eu Oh là en là. même temps. Allez, petite dernière pour la route. Quel membre des Power Rangers a été un antagoniste avant de rejoindre l'équipe ayant obtenu Le ses rose. pouvoirs? Non, de la Non. méchante Rita Le Repulsa. C'est le vert. Bien, c'est ouais. le vert, C'est oui. le vert. Ouais. Tout à fait, Ah, Tommy comme, dans Oliver. comme dans Ninjutsu. Voilà, Les c'est le Lego vert. Ninjutsu. C'est souvent le vert le plus Ouais. trouble. Bah, c'est RD d'une courte tête Ah. avec Rémi et Annie qui s'est très bien défendue. Ouais, franchement, bravo. ouais. Pour une fois, je suis fière de moi. Tout est dans, tout est dans la courte tête.
Messieurs, dames, en vous remerciant pour cette très bonne émission. Le thème était sympa, on a bien rigolé. On espère que ça a été communicatif de votre côté. Vous savez que vous pouvez tout retrouver sur les différentes plateformes de podcasts, sur le site radio-active.net, et sinon, vous écoutez sur Radioactive sur le 100 FM pour Toulon et les environs. Merci à vous les amis, on se retrouve la prochaine fois. La prochaine. Encore une belle Avec surprise plaisir. normalement. Oui. Espérons. Teaser. Dans la joie et l'allégresse. Ça marche. Allez, suivez-nous sur les réseaux, vous aurez des nouvelles très bientôt très intéressantes. À bientôt. Ciao. Ciao. À plus.